Bonjour et bienvenue au 49e épisode du balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam. Salut Catherine. Donc aujourd'hui, on continue l'épisode 2 de notre série sur la vie privée. Mais avant ça, tu me mets dans les show notes que tu avais un mea culpa à faire. Ben oui, tu sais, les gens, ils viennent nous voir pour avoir des informations rigoureuses et exactes sur la cybersécurité et tout ça, puis j'ai propagé une fake news et j'en suis vraiment désolé. Fait qu'aujourd'hui, je voulais commencer l'épisode là en offrant mes plus plates excuses à nos auditeurs et auditrices parce que, c'est ça, on avait parlé là que Facebook enregistrait, par exemple, les choses qu'on ne postait pas, qu'on écrivait dans la barre de statut, mais qu'on n'envoyait pas. Et finalement, en faisant des recherches pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui était une entrevue avec un des chercheurs qui avait trouvé ça. En gros, ce qui arrive, c'est que pendant qu'on écrit, il y a des paquets d'informations qui sont envoyés vers les serveurs de Meta. Ce que la compagnie dit, c'est que ça leur permet, par exemple, de suggérer, par exemple, si on met le nom d'un ami, nous suggérer, par exemple, de mettre le lien vers le profil de l'ami, des choses comme ça, mais que ces informations-là ne sont pas sauvegardées par la suite. Okay. Donc, c'est vrai qu'il y a des informations envoyées vers Meta, même si on ne pèse pas après ça sur Post, mais selon la compagnie, ils ne les enregistrent pas. Donc, je vais juste corriger ça pour pas laisser planer le doute, là. Selon la compagnie. Selon la compagnie, mais là, c'est Zuckerberg, là, on peut lui faire confiance, là, quand même. Là. Plein de confiance. Moi, je mettrais ma vie entre les mains de ce monsieur-là qui annonce une crise de la masculinité dans son entreprise. OK, intéressant. Good to know. Merci d'avoir ajusté la communication avec un communiqué de presse officiel de Facebook. Une entreprise digne de confiance qui nous a jamais menti en tant que consommateur. Tout à fait. Parfait. Merci, Sam. Donc, pour revenir sur le sujet de la vie privée, justement, une des choses qu'on parle, que j'imagine qui est un peu ce sur quoi tu recherchais au moment de trouver cette information-là, c'est le chiffrement de bout en bout. Donc, pour les auditeurs qui s'y connaissent peut-être un peu moins, qu'est-ce que c'est que le chiffrement de bout? En gros, c'est l'idée que le message va être chiffré, donc il va être transformé en quelque chose que quelqu'un qui n'est pas supposé le lire ne peut pas lire. Habituellement, la façon que ça fonctionne, c'est que, par exemple, vous envoyez un message sur Signal. On va parler un peu plus de Signal après, mais disons, l'application Signal, vous écrivez votre message, l'application va le chiffrer, elle va l'envoyer à la personne au destinataire, puis dans l'appareil du destinataire, il va être déchiffré. Donc, à ce moment-là, la personne va pouvoir le lire. Mais entre les deux appareils, alors qu'il circule, par exemple, sur le serveur de Signal, ben, il est chiffré et donc même la compagnie qui gère là, l'application de communication n'est pas capable de lire le message. La façon que ces entreprises font ça, c'est avec ce qu'on appelle des clés asymétriques. Donc, juste de façon un peu générale là, pour démystifier ça, en gros, ces applications utilisent deux clés. Fait que tu as une clé publique puis une clé privée. Donc, par exemple, Catherine, je veux t'envoyer un message. Ta clé publique, je la connais, fait que je peux prendre ta clé publique, je vais chiffrer le message avec ça, je te l'envoie, et ensuite, toi, tu peux la déchiffrer avec ta clé privée. Comme ça, on n'est pas obligé de s'échanger des clés et des choses comme ça. Puis quand toi, tu veux me renvoyer une réponse, ben, tu vas utiliser ma clé publique pour chiffrer le message, tu me l'envoies, puis là, j'utilise ma clé privée pour la décrypter. Ce qui est le fun avec les nouvelles applications, comme je t'en signale, ou d'autres, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça, ça se fait comme tout seul, parce que c'est... Là, on dit Signal et tous les autres, mais on sait que, justement, il y a beaucoup d'applications de messagerie maintenant qui disent que les communications sont chiffrées de bout en bout, entre autres WhatsApp et Messenger. Oui. Donc, WhatsApp utilise le même protocole que Signal. Ce qui est bien avec le protocole Signal, c'est que c'est un protocole qui est open source, donc qui a eu aussi qu'il y a quand même beaucoup de monde qui tape dessus, là, qui brasse la boîte là, pour voir si tout fonctionne bien dedans. Et WhatsApp utilise le même protocole depuis décembre 2023 à peu près, 2024, le j'ai un blanc. Les messages dans Messenger sont aussi chiffrés de bout en bout par défaut. Puis là, c'est plus compliqué quand c'est des messages de groupe. Je pense que ça ne l'est pas pour l'instant. J'ai pas trouvé, mais à ce moment-là, Instagram ne l'était pas, puis je pense pas qu'il l'est aujourd'hui, chiffré de bout en bout. Puis, tu sais, pourquoi c'est important? Je sais pas si tu te rappelles, Catherine, il y avait une situation
il y a un peu plus d'1 an, donc avant que Messenger mette ça en place. C'est une famille au Nebraska, une jeune fille de 17 ans puis sa mère là, qui ont eu Mmh. des charges criminelles portées contre eux, parce que la jeune a eu un avortement dans un État où c'est illégal et la police a utilisé ses messages sur Messenger comme preuve là, contre elle, là. La police a obtenu un subpoena, tu sais, avec un mandat de perquisition, réussi à obtenir, les chats, là, les messages. Donc, quand c'est chiffré de bout en bout, ben, même Meta serait pas en mesure de donner le contenu des messages à ce moment-là. En théorie. Si c'est chiffré en bout, ils peuvent pas. Si c'est OK. chiffré de bout en bout, ils peuvent pas. C'est ça Est-ce qu'il est facile le d'avoir des backdoors dans ce genre de protocole-là pour quand même peut-être éventuellement accéder aux messages? ben, c'est sûr que c'est un peu on en parlait un peu dans notre épisode là, avec Nicolas Luc la semaine Mmh. dernière. Les autorités aimeraient bien ça avoir des backdoors dans toutes ces choses-là. Mmh. Pour l'instant, dans le protocole Signal, il y a pas de backdoor. OK. C'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que si les autorités ont accès à ton téléphone, Mmh. ben là, ils ont accès à tes messages parce qu'ils sont Oui, déchiffrés sur ton appareil. C'est vraiment pour essayer de c'est vraiment pour te protéger pendant que le message est transmis là, sur le net. parfait. Donc ça, c'est pour la messagerie. On a parlé des signaux WhatsApp, Messenger, iMessage, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, e-message, ça va l'être seulement si tout le monde fait que si tous tes amis utilisent iOS puis qu'ils ils chattent tous entre eux autres là, avec, OK. e-message, à ce moment-là, ça va être chiffré. Mais malheureusement, s'il y a une personne qui est sur Android, à ce moment-là, ça l'est pas. Fait que, Je m'excuse de mes amis, je suis l'intrus sur Android. Mais OK, fait que dans le fond, le fait que le protocole s'applique juste aux gens qui sont dans le groupe entièrement OK, parfait. Puis on sait que par SMS, ben, c'est pas chiffré du tout là, en fait, ce qu'on envoie peut éventuellement être puis là, comme on sait aussi, c'est que les autorités en Angleterre ont demandé un accès, un backdoor à Apple. Donc, le chiffrement de bout en bout des e-messages pour les gens qui habitent au UK ou qui sont ciblés par les autorités du UK, c'est plus vraiment d'actualité, malheureusement. parfait. Autre plateforme qui se vante souvent d'avoir ce chiffrement-là, mais on sait que c'est un peu plus nuancé, Telegram. Ouais, Telegram, c'est compliqué. Comme ils vendaient beaucoup. C'est un peu Mmh. leur point de marketing, mais c'est pas par défaut. Donc, il faut comme que tu t'ailles l'allumer dans les préférences. Puis c'est seulement pour les messages directs d'une personne à une personne. Tout ce qui est messages de groupe, les canaux, les groupes, etc., ça l'est pas du tout. Puis leur protocole, ben, c'est pas suite signal, donc c'est pas quelque chose qui est open source de la même façon. Donc, faut faire confiance à Telegram, ce qui ben, ça prend beaucoup de fois pour faire confiance à Telegram, là, je Puis sais pas il y a si aussi que c'était pas par défaut, en fait, même dans les messages. non. En tout cas, à l'époque, du moins, il faut aller l'activer dans Oui, les options. Puis c'est pas le menu le plus accessible non plus, là. Faut quand même aller fouiller un peu dans les options pour trouver l'option ouais. chiffrée, ce qui est quand même bizarre, sachant que c'était quand même leur point de vente. Sachant ça, tu avais mentionné aussi plutôt que, bon, si quelqu'un a accès physique à notre téléphone, Ouais. comment est-ce qu'on protège nos communications dans ce contexte-là? Donc, quand on a donné au repos, en fait, essentiellement. Ben, c'est sûr que premièrement d'avoir un mot de passe, Mmh. tu sais, ou un NIP qui protège, les données du téléphone. Malheureusement, dans certaines situations, ça peut être difficile parce que si on vit avec un conjoint ou contrôlant, violent, ça se peut qu'il nous force à le donner ou Oui. tu sais, c'est pas tout le temps c'est facile de dire: «Partage pas ton mot de passe», mais il y a des personnes qui se voient contraintes de le partager. L'autre chose qui peut aider, par exemple, Signal, puis je pense qu'on va revenir souvent avec Signal parce que je Oui, pense que c'est c'est les champions. c'est ça, c'est sûr, tu sais, le niveau de confiance est quand même élevé là, avec Signal. Signal, ce qui permet aussi de faire, c'est mettre que les messages disparaissent après un certain temps. Fait que tu peux le Mmh. mettre après 1 heure, après une semaine, après, tu sais, tu peux décider combien de temps. Ce qu'il faut faire attention et pas faire, c'est comme j'ai déjà fait, te dire: «Ah, je vois que j'ai un message, mais je le lirai tantôt». Puis là, de déposer le téléphone, puis là, il s'efface parce que, ben, tu l'as regardé, donc Oui. 1 heure après, il s'efface. Fait que j'avais des sources, un peu plus, disons, nerveuses. Fait que je suis obligé de Mmh. leur écrire et de dire: «Excuse-moi, je sais que tu m'as écrit, mais comme un idiot, j'ai J'ai pas le temps. effacé ton message». Mais ça peut être une façon de le faire. Peut-être aussi éviter, tu sais, les notifications comme sur l'écran Oui, d'accueil. Ça peut être une façon aussi là, de se protéger. Je sais pas si oui, tu en as ben d'autres? mais tu sais, justement, tu parlais de notifications, puis ça, c'est un cas qu'on voit beaucoup dans les cas de violence plus domestique, technologique, où est-ce que, tu sais, on dit, tu sais, les conseils de base,
ait ton notification à plusieurs facteurs, etc. Mais ça l'aide pas si la personne a accès physiquement au téléphone puis que la notification elle est visible sur le téléphone. Puis pareillement, là, pour les communications, si quelqu'un voit les notifications puis qu'elle peut juste cliquer sur le petit truc plus sans avoir à ouvrir le téléphone, elle peut potentiellement obtenir assez d'informations sur la conversation pour tirer des conclusions. Donc, il faut définitivement désactiver les notifications. C'est un bon réflexe à avoir. L'autre chose que, tu sais, que tu demandais tantôt, par exemple, si en théorie, là, par exemple, est-ce que Facebook, là, Messenger sont capables de voir ton message? Puis si c'est chiffré de bout en bout, ils sont pas capables de voir le contenu. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le chiffrement de bout en bout, il va protéger le contenu du message, fait que ce que tu as dit, ce que tu as écrit, mais pas les métadonnées. Fait que le moment, le lieu, etc. Fait que tu sais, il y a quand même beaucoup de choses que ces métadonnées peuvent. Ça raconte une histoire, en fait. Sur le site du IFF, le Electronic Frontier Foundation, ils mettaient plusieurs exemples d'histoires. Par exemple, je suis sur mon application Facebook, par exemple. Je suis sur la page, je sais pas, mes questions sur la grossesse. Après ça, je clique sur, je sais pas, le bureau de mon docteur. J'envoie un message Messenger à la clinique d'avortement la plus proche. Oui, ils savent pas que j'ai envoyé un message. Qu'est-ce qui est écrit dans mon message? Mais ils savent à qui j'ai envoyé un message. Fait que c'est pour ça que genre, Signal me semble préférable à Messenger, qui a beaucoup d'autres informations sur ce qu'on a regardé, ce qu'on a consulté, etc. Là. Donc, c'est ça. On peut donner beaucoup d'informations. On en a parlé beaucoup la dernière fois de tout ce qui est collecté. Fait que tout ça ensemble, ben, ça raconte une histoire. Fait que même si tu n'as pas le contenu, ben, Mais c'est un peu comme le principe journalistique. En anglais, c'est les 5 W, puis en français, je pense que c'est les 5 Q. Le qui, quoi, etc. Fait que, tu sais, il y a quand même, tu sais, il y a le où qui est là. Il y a plusieurs informations. Puis ça me rappelle aussi un cas, entre autres, qui impliquait Proton, où est-ce que les autorités françaises s'étaient servi de la loi antiterroriste pour demander à Proton des informations. Bien entendu, il n'avait pas pu envoyer le contenu des courriels parce que le contenu est chiffré. Par contre, une des choses qui n'avait pas été chiffrée parce que l'activiste s'était pas servi d'un VPN, c'était l'adresse IP. Puis avec l'adresse IP, il avait pu géolocaliser l'endroit où est-ce que la personne était et donc éventuellement trianguler des choses et éventuellement mener à une arrestation. Donc, justement, c'est effectivement, les métadonnées, c'est un enjeu. Parlons de Proton, courriel, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour les courriels? Qu'est-ce qui est plus chiffré, plus sécuritaire comme option? Parce que je me doute que Gmail est probablement pas l'option la plus sécuritaire. Ben, en termes de vie privée, c'est sûr que Google n'est pas idéal. ProtonMail est un des fournisseurs, comme je dirais, les plus réputés en ce moment, là, les plus connus pour offrir un service. Puis ce qui est le fun avec ProtonMail, c'est que ça fait du chiffrement de bout en bout de tes courriels. Ouais. Mais ça, pour ça, il faut que les deux côtés soient chiffrés de bout en bout. Dans le sens que si moi, je prends mon adresse ProtonMail puis que j'écris à quelqu'un qui utilise Gmail, ben, il n'y a rien qui va être chiffré parce que de l'autre côté, il ne chiffre pas. Donc, il faut que tous les deux, on utilise cette technologie-là. Mais entre deux utilisateurs de Proton ou entre un utilisateur de Proton puis un autre qui met ça en pratique, là, ça fonctionne bien. Puis, ce qui est le fun avec ProtonMail, c'est que tu n'as pas à y penser. Tu envoies tes courriels comme tu es habitué d'envoyer tes courriels, puis ça va le faire pour toi. Il y a Tuta. Ça, c'est le rebranding de Tutanota. Donc, c'est un autre service. Il y en a d'autres, là. Il y en a certains que ça va créer genre une adresse courriel unique une fois, puis tu sais, il faut que tu rentres un mot de passe unique pour ce message-là. Fait que tu sais, il y a d'autres qui existent. Puis sinon, même avec Gmail, vous pourriez utiliser le bon vieux PGP. Donc là aussi, c'est le même principe avec une clé publique, une clé privée. Puis là, dans le temps, les gens, il y avait leur clé publique sur leur site web. Puis là, tu faisais un copier-coller, puis là, tu utilisais ça pour chiffrer ton message, puis tu l'envoyais à la personne. Mais tu sais, ça prend quand même un peu de connaissances techniques pour faire ça comme il faut. Là. Effectivement. All right. Donc, on a couvert comment communiquer en protégeant notre vie privée. Comment est-ce qu'on se promène en soi sur l'Internet de façon un peu plus sécuritaire? Parce qu'encore une fois, j'assume que d'envoyer un message ou d'aller sur google.com puis faire des recherches, c'est probablement pas la façon la plus sécuritaire de naviguer. Ben, c'est sûr que, tu sais, tout ce qu'on va faire sur le web va laisser des traces. Fait que, tu sais, il y a une partie qu'il faut, on en parlait la dernière fois, il faut regarder un peu son modèle de menace, voir de quoi on veut se protéger, etc. Il y a des
des extensions qu'on peut installer sur, par exemple, Firefox ou Chrome pour essayer d'augmenter notre vie privée. J'avais mentionné, je pense, la dernière fois, Privacy Badger. Ça, c'en est Mhm. un qui est fait par le IFF, Electronic Frontier Foundation. Il y en a un autre que j'ai pas essayé, mais qui a l'air intéressant, c'est Ghostery. OK. Ghost comme dans Fantôme, là, Ghostery. Dans les show notes, là, on mettra les noms et tout ça. Là. Ghostery, une des choses qui permet de faire, je le disais dans la documentation, puis ça, c'est quand même cool, c'est que par exemple, tu sais, quand il y a les pop-up pour les cookies, Mhm. ben, tu peux mettre dans les settings que tu veux qu'ils cliquent automatiquement pour toi, mais moi juste les nécessaires. Ouais. Fait que Ah, là, cool. tu vois même plus les pop-up, tu te promènes, puis lui, il dit tout le temps à tout le monde, je Juste suis ça. fait de ça. Il y a d'autres, tu sais, on peut aussi choisir le browser. Mhm. Tu sais, Encore une fois, j'assume que Google Chrome est probablement pas le browser le plus privé. pas vraiment, tu sais, je veux dire, nécessairement. Puis ce qui est un peu étonnant en ce moment, c'est que, ben, c'est bien puis c'est pas bien, là. C'est que Chrome est en train de passer. Il y avait comme disons que c'est comme des règles pour les gens qui fabriquent des extensions qui s'appelaient Mhm. Manifest V2. Puis là, ils sont passés OK. à la Manifest V3, la nouvelle version là, des règles pour les extensions. Le bon côté de cette upgrade-là, de cette mise à jour-là, c'est que avec V3, les extensions ont un peu moins d'accès aux fonctions de protocole et tout ça. C'est supposé augmenter là, euh, l'efficacité ou en tout cas la performance des extensions. Le problème, c'est qu'en diminuant un peu leur accessibilité, ben, il y a certaines choses qu'elles ne peuvent plus faire. Donc, Ah. par exemple, uBlock Origin, qui est un, par exemple, que j'aimais bien, qui permet, par exemple, de bloquer tout le JavaScript sur des sites, qui permet de bloquer les applications de traçage et tout ça, ben, lui, il ne fonctionne plus sur Chrome. Mm. La version light fonctionne encore, mais la version avancée ne fonctionne plus, alors qu'elle fonctionne encore sur Firefox, qui, lui, pour l'instant, accepte encore les extensions là, qui utilisent la version V2. OK. Tu voulais nous parler également de Cover Your Tracks? Ça, c'est un site web, coveryourtracks.eff.org, qui est, tu sais, la dernière fois, je pense qu'on parlait un peu du fingerprinting, là, la façon Oui. dont les sites web peuvent regarder un peu, ben, c'est quoi combien de RAM est-ce que tu as? C'est quoi la grosseur de ton écran? C'est quoi, en tout cas, C'est ces puis ils sont concepts, en capables, fait, qu'on peut être identifié ouais, avec notre comportement essentiellement c'est ça. plutôt que nos facteurs d'identité. Comme tu vois, un des exemples qu'on voit, par exemple, c'est que les gens qui utilisent Safari, Oui. souvent sont plus homogènes. Les Mhm. ordinateurs ont plus une homogénéité et donc tu te fonds dans la masse des autres Oui. utilisateurs de Safari, donc tu es plus difficile, tu es moins unique. Donc. Ouais, Alors parce que tout que, le monde a le dernier MacBook ou dans les 2-3 dernières générations éventuellement versus Windows, il y a tellement de variétés que c'est ça. ouais. Sur ce site-là, quand tu rentres là, c'est qu'il te le dit à peu près un peu à quel point tu es unique, puis qu'est-ce qui te rend unique. Et aussi, est-ce que tu es en train de. J'ai pu vérifier avec ça, par exemple, que Privacy Badger fonctionnait bien, parce qu'il me disait, ben, on n'est pas. Tu sais, les trackers, ça fonctionne pas. Vous êtes très OK. bien protégé contre les trackers. Mais en même temps, à cause de certains des plugins que j'utilise, j'étais aussi très unique. OK. Donc, c'est ça. Mmh. Donc, c'est quand même intéressant. Peut-être que ça dit que ben, pour certaines choses, ou que je voudrais vraiment pas être suivi, il faudrait que je change à ce moment-là, peut-être de browser, utiliser, je sais pas moi, un Edge avec aucun plugin, puis à ce moment-là, tu te fonds dans la masse. En tout cas, mais je trouve ça intéressant juste de voir un peu toutes les choses que quelqu'un de malicieux pourrait récolter. Puis là, ça te le dit, une chose après l'autre. Voici ce que tu as, puis ce qu'on est capable de voir chez vous. Là. Intéressant. Donc pour les gens à la maison, si ça vous tente de tester, coveryourtracks.eff.org. Très cool. Sinon, les contenants pour nos tabs sur Firefox? Oui, ça, c'est une autre extension, là, celle-là, pour faire. Je ne sais pas s'il y a un équivalent pour Chrome, je ne pense pas. En tout cas, pas ce que je sais. Si je me trompe, vous me direz, puis je ferai un mea culpa dans un prochain Un autre. épisode. On va essayer de ne pas faire une tradition. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que c'est une extension que tu t'installes, puis à ce moment-là, chaque tab, donc chaque onglet que tu ouvres dans Firefox, c'est comme si c'était un bac à sable séparé du reste. Fait que si, par exemple, j'ouvre un tab, puis que je me connecte à Facebook, mais que j'ouvre un autre onglet, ben celui-là,
n'est pas connecté à Facebook. Ah, c'est intéressant. Surtout, Donc, j'imagine, pour les recherches, ça doit être quelque chose que tu utilises beaucoup, non? pour les recherches, c'est quand même intéressant parce qu'à ce moment-là, Oui, ça t'évite de faire des accidents. Par exemple, de oui, taper Facebook puis d'oublier que tu étais connecté sur ton truc. Tu oui. peux mettre des codes de couleur, fait que tu sais, tu peux te faire des profils puis dire, ben ça, c'est mon persona Sam Harper gentil. Puis ça, c'est mon persona Sam Harper Sur des qui sites douteux investigue pour des faire de choses. l'investigation. Donc, avec ça, c'est quand même. Puis je pense aussi c'est bien juste ça permet, par exemple, que les différents comptes ne se parlent pas, tu sais, OK. que ne sont pas en train de regarder, ben c'est quoi les autres choses qui sont connectées, etc. Là. Fait que Mmh. ça peut être une façon, c'est bon pour la sécurité, mais c'est aussi bon pour la vie privée. Là. Intéressant, intéressant, intéressant. C'est sûr qu'on peut pas parler de cybersécurité, de navigation en ligne, en fait, de façon sécure sans parler de Tor. Donc, je pense que ça serait important de mentionner c'est quoi Tor? Comment ça fonctionne globalement? En quoi ça diffère d'un VPN? Puis comment est-ce qu'on peut s'en servir officiellement pour protéger sa vie privée en ligne? OK. Bon, C'est ben, beaucoup de questions. c'est pas mal de questions. Ben, Tor, c'est ça. C'est l'acronyme pour The Onion Router ou le routeur oignon. C'est un furteur Internet qui sert justement à naviguer de façon anonyme. L'objectif, Mhm. c'est vraiment d'être anonyme sur Internet avec ça. Puis ça le fait en envoyant notre trafic à travers différentes pelures d'oignons. Fait que l'idée, c'est qu'en envoyant ça à différents relais, ben, le relais sur lequel tu es, il sait d'où tu arrives, il sait d'où tu viens, mais il ne connaît pas le reste de la chaîne. Donc, l'idée, c'est que de cette façon-là, quand tu sors du relais, quand tu sors du réseau Tor, puis tu vas voir le site web que tu voulais voir, mais ce site web-là, il ne sait pas d'où tu viens. Fait que lui, il renvoie le résultat, puis à ce moment-là, ça revient vers vous. C'est pas 100%. On le sait là, qu'il y a eu des enjeux dans le passé, par contre, où est-ce qu'il y avait une époque, par exemple, où est-ce qu'on s'était rendu compte que le gouvernement chinois avait plusieurs relais sous son contrôle, puis qu'éventuellement, il pouvait réussir à désanonymiser statistiquement si on était assez de relais qui étaient sous leur contrôle à eux. On sait qu'il y a beaucoup aussi de faux, de dupes, si on veut, d'applications qui prétendent être tort, puis qui, dans les faits, sont plus des maliciels qu'autre chose. D'ailleurs, le conseil principal, je pense que là-dessus, c'est de télécharger directement du Tor Project chaque fois. Ouais. Pas aller faire une recherche Google puis cliquer sur le premier lien qui ressort, là, de vraiment s'assurer qu'on est sur le site web officiel. Puis l'autre chose, c'est de vérifier la signature. Tu sais, Mm. il y a des logiciels qui existent, là, puis je pense pas qu'aujourd'hui, on pourra l'expliquer. Peut-être qu'on pourra mettre ça dans une infolettre éventuellement, mais il y a moyen de faire ce qu'on appelle le hash Mm. d'un logiciel. Donc, tu prends le logiciel, tu le rends dans, tu sais, tu utilises ton logiciel, il va faire comme une signature. Ouais. Puis ça, si quelqu'un changeait même juste une lettre dans le logiciel, dans le code du logiciel, ben, ça changerait la signature. Fait que, Ah. normalement, ben, sur le site web de Tor, par exemple, tu vas avoir la signature. Donc, une fois que tu l'as téléchargé, tu vérifies, ben, est-ce que j'ai la bonne version du OK. hash là, de ce logiciel-là? Parce que justement, tu ne veux pas télécharger ça de n'importe où, puis là, te ramasser avec une version là, qui ne fonctionne bien. Fait que Tor, c'est lent. C'est un peu la contrepartie de l'anonymat avec ça, c'est que c'est vraiment très lent. Tu peux aller voir n'importe quel site avec ça. C'est sûr qu'il y a certains sites là, qui bloquent Tor. Fait que je pense que si tu OK. essaies d'aller voir le site de la Banque nationale, ça se peut qu'ils disent non, merci, je n'ai pas envie que tu viennes. D'autres sites, il n'y aura pas de problème. Puis si tu vas aller voir des sites qu'on appelle oignons, fait que point oignon, souvent c'est des longs chiffres de Oui. texte et de caractères. Là, c'est ce que dans les médias, on appelle le dark web. Oh. C'est ça. Là. Donc, à ce moment-là, ça prend le browser Tor pour aller visiter ces sites web-là. Tu ne peux pas les voir avec ton Chrome ou ton Firefox normal. Il y a Proton d'ailleurs qui a un site Oignon, entre autres, là, pour Oui. pouvoir être encore plus sécure en envoyant ses courriels. Là. Mais Facebook a un site Pour Oignon. vrai? Oui, puis je pense que Ah. Wikipédia, il y a une version sur Oignon. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est quand même utile dans des pays où l'Internet est surveillé et où tu Mhm. n'as pas le choix. C'est ça. La différence avec le VPN, c'est que le VPN, c'est que tu transfères un peu tu sais, c'est juste un tunnel de Oui. chiffrement entre toi et le VPN, fait que tu transfères un peu la confiance entre ton fournisseur d'Internet à ton fournisseur de VPN. OK. Donc oui, ça permet d'éviter à quelqu'un qui serait entre toi et ce serveur-là de regarder tes informations. Mais je ne sais pas si c'est tellement utile. Je sais que les gens qui proposent Tor disent de ne pas utiliser un VPN en même temps que Tor. Tu OK. utilises Tor, tu n'as pas besoin d'utiliser VPN en plus. Là. Peut-être un peu overkill. Mais, tu sais, un VPN, souvent, comment je l'explique, c'est que, tu
c'est sur l'autoroute, disons que l'Internet, c'est comme passer dans un tunnel. Puis tu sais, oui, pendant que tu es dans le tunnel, quelqu'un qui est à l'extérieur du tunnel sait pas où c'est que tu t'en vas, genre quelle sortie exacte tu vas prendre. Mais quelqu'un peut, en théorie, observer les différentes sorties, les différentes entrées du tunnel, puis voir ce qui se passe. Donc, c'est Ouais. pas 100%. OK. Parfait. Puis, dernière chose, en fait, qui est un peu la version top niveau, j'ai l'impression, là, de vie privée, qui est Tails, qui est un système d'exploitation là, qui oublie tout au fur et à mesure. Je sais que pour les journalistes, c'est quelque chose que j'ai déjà vu être utilisé. Euh, Raconte-nous un peu comment Tails fonctionne. Tails, c'est un système d'exploitation, donc comme Windows est un système d'exploitation, c'est un système d'exploitation qui est basé sur Linux. Puis souvent avec Linux, là, tu peux, par exemple, celui-là, tu vas l'installer sur une clé USB. Mhm. Puis là, quand tu branches ta clé USB, tu vas booter ton ordinateur. Puis au lieu de booter comme d'habitude, ben, il va booter avec la clé USB. Puis ce système d'exploitation-là, tu ne l'installes pas. Puis qui n'est jamais installé sur ton ordinateur. Il va rouler sur ta clé USB ou ton disque dur externe, whatever. Puis à ce moment-là, tout le trafic sur Internet est dirigé à travers Tor, par défaut. Et il n'y a aucune donnée qui est sauvegardée localement. Fait qu'il y aura pas, il va pas faire ton historique de navigation sera pas gardé, les images seront pas téléchargées, etc. Fait que une fois que tu termines puis que tu l'enlèves ton Tails, son système, ben, il se remet comme il était au départ. Là. Tout va être effacé. Fait que c'est vraiment un peu le système c'est ça, là, qui est vraiment amnésique. Là. Lui, il se rappelle de rien. Fait que c'est vraiment la façon une des façons, en tout cas, les plus anonymes là, qu'on peut utiliser. Parfait. Pour ceux d'entre nous qui sont sur Android, comment est-ce qu'on peut dégoogler notre téléphone pour éviter d'être suivi? Là, tu sais, le téléphone, là, avec maintenant la voiture, là, c'est les deux objets là, qui transmettent le plus d'informations là, sur nous, nos allées-venues et tout ça. Heureusement, il y a une gang de gens qui ont l'air d'être assez passionnés par la vie privée qui ont créé un système d'exploitation qui s'appelle Graphene OS. Je ne l'ai jamais testé, puis honnêtement, en lisant là-dessus, j'en avais déjà entendu parler avant, mais là, en lisant beaucoup plus là-dessus, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais tester là, en tout cas, dans les prochains mois. Oui. Malheureusement, c'est ça. Pour utiliser ça, pour l'instant, leur système utilise seulement les téléphones Google Pixel. Fait que jusqu'à la dernière version là, du Google Pixel, tu peux l'installer. Puis à ce moment-là, c'est que c'est un système d'exploitation pour le téléphone qui est vraiment fait pour la vie privée. On peut utiliser la plupart des applications, mais il y a quand même, ça vaut la peine de faire un peu de recherche parce que certaines affaires qui ne marchent pas. Par exemple, Google Pay ne fonctionne pas. Ah. Jusqu'à récemment, le Google Auto, là, Google Car, ou je ne sais pas trop quoi, là, l'espèce de truc pour que tu branches, puis là, tu peux utiliser l'écran tactile dans une voiture, ne fonctionnait pas, mais il paraît que ça a été. Ils ont trouvé une façon de le faire de façon qui respecte la vie privée. Puis souvent, c'est que ils vont essayer de trouver des façons qui vont compartimenter les actions. Fait que, par exemple, tu peux aussi créer des profils. Ça, c'est un truc qui est quand même intéressant. Par exemple, si je veux utiliser Google Maps, parce que personnellement, j'ai un sens de l'orientation vraiment terrible. Fait que moi, avant l'invention comme du GPS en temps réel, c'était un peu terrible. Si je m'en allais quelque part puis qu'il y avait quelqu'un avait fermé une rue, c'était la catastrophe. Le plan B, il marchait pas. Donc maintenant, avec, par exemple, Google Maps, c'est quand même très pratique. Mais tu peux l'installer sur un profil, mais ce profil-là peut être séparé du reste de ton téléphone. Fait qu'à ce moment-là, tu donnes accès. Tu es obligé d'utiliser les services Google pour certaines choses, mais tu ne les utilises pas en tout temps pour tout. Tu as comme beaucoup plus de contrôle sur tes settings. Tu sais, nos téléphones, malheureusement, même fermés, même en mode avion, des fois, vont connecter ou essayer de contacter l'extérieur. Mais celui-là, si tu le mets à off, ben, il est à off, puis arrête de contacter, puis de téléphoner à la maison et tout ça. La contrepartie de ça, c'est que ben, certaines, par exemple, push notification ne fonctionnent pas aussi bien parce qu'eux utilisent des services de Google parfois. Fait il y a certaines choses qu'il faut. C'est ça. Fait que ça vaut la peine si les applications que vous utilisez régulièrement, de faire un peu de recherche avant pour voir ben, ça marche-tu comme d'habitude, y a-t-il des choses qui ne marchent pas. Mais c'est quand même quelque chose d'assez prometteur. Intéressant. En tant que personne qui est sur un Google Pixel, définitivement quelque chose que j'aurais le goût de tester. Peut-être pas sur mon téléphone présent, mais mettons sur l'ancienne version, sur l'édition antérieure, ça serait intéressant de faire le test puis de voir si jamais il y a des gens
qui s'en servent. On serait intéressé d'avoir votre feedback là-dessus. Sinon, pour ceux qui sont déjà... C'est trop tard. Disons, on a fait plein d'erreurs sur notre vie privée, nos informations sont un peu éparpillées partout, peut-être qu'on ne savait pas. Qu'est-ce qu'on fait pour retirer ce qui est déjà à notre sujet en ligne pour éventuellement établir une meilleure protection? Ben, premièrement, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a quand même une majorité d'auditrices et d'auditeurs au Canada. Donc, c'est quand même un peu moins pire ici. En Europe aussi, je pense que les protections sur la vie privée sont quand même meilleures. Donc, c'est un peu moins la catastrophique. Aux États-Unis, c'est assez fascinant quand tu commences à faire des recherches. Tu peux savoir presque tout sur tout le monde. Si la personne a voté, tu sais si elle est enregistrée comme démocrate ou républicain. Tu sais où elle habite. Tu sais, je veux dire, tout est relativement facilement accessible. Et il y a beaucoup de sites qui offrent des genres de bottins de personnes. En anglais, là, des people finder. Fait que là, il y en a des tonnes. Donc, ces bottins-là, souvent, pour un certain frais, vont offrir des abonnements. Puis là, tu as comme un genre de méga bottin que tu peux faire beaucoup de recherches. Michael Bazzell, qui est un peu un expert là, en OSINT puis en vie privée, là, lui, c'est de la vie privée comme sur les stéroïdes. Là. Lui, sa job, c'est de faire disparaître des gens. Oh, wow. C'est vraiment genre ta maison est achetée par une compagnie à numéro, ton téléphone est au nom de la compagnie à numéro, tu n'existes plus. Donc, lui, c'est un peu ça ce qu'il fait. Mais on mettra les liens dans les show notes pour ça aussi. C'est sur le site inteltechniques.com. Il publie ce qu'il appelle le workbook avec, puis c'est comme 30 pages, là. Fait qu'il y a quand même bien des affaires là-dedans, mais quand même, il dit, voici les principaux, puis si vous faites cela, c'est déjà bien. C'est que tu as tous les sites web qui collectent nos informations. Fait que si tu trouves ton nom sur ces sites web-là, ben, tu as l'adresse pour le faire enlever. Fait que là, tu leur écris, tu dis, s'il vous plaît, enlevez telles informations, puis ils sont normalement requis de le faire. OK, c'est vraiment carrément juste, vous imprimiez le 30 pages, puis c'est Un après chaque l'autre. site avec comme quand est-ce que j'ai ma réponse, puis quand est-ce que ça a été enlevé pour traquer. Ah, c'est intéressant comme outil quand même, my God. J'avais suivi une formation avec The OSINTian, qui est Oui. un gars qui donne des formations en OSINT. Puis lui, ce qu'il fait quand, par exemple, il s'en va à une conférence en cybersécurité en Europe, ben, avant ou après la conférence, il reste une journée de plus, puis il se louait une maison puis ça lui prenait comme un accès Internet haute vitesse câble pour avoir comme une IP locale en Europe. Puis là, il faisait toutes ses demandes à partir de l'Europe, parce qu'il dit là, c'est encore plus sûr que les compagnies vont les enlever à cause de la loi LG. Le règlement. Ouais. Donc, c'est ça. Okay. Donc, c'est ça. Fait que c'est une job. L'autre chose, faites attention parce qu'il y a plusieurs compagnies maintenant qui offrent un service, entre guillemets, de faire ça pour vous. Puis malheureusement, ben, c'est ça. Souvent, vous êtes mieux de le faire vous-même. Ouais. Oui, ça va prendre du temps, mais les compagnies qui le font pas nécessairement de façon très rigoureuse. Souvent, l'argent que vous payez, vous payez pour pas grand-chose, disons. Fait que c'est probablement mieux de pas Puis il faut sous-traiter généralement ce quand même travail-là. donner beaucoup accès à ses courriels, etc., pour que l'application puisse aller regarder. Il y a quand même des enjeux à ce niveau-là aussi. Là. Ouais. Intéressant. Donc, c'est pas mal ce qui conclut notre émission aujourd'hui pour la partie vie privée qui était plus au niveau de comment se protéger quand on navigue ou communique en ligne. Ça va nous emmener bientôt à notre 3e et dernier chapitre en théorie, à moins qu'on ait l'inspiration de faire autre chose là-dessus, qui va porter sur comment être en sécurité lorsqu'on manifeste. Donc, lorsqu'on va protester des enjeux de société et autres. Sur ce, on vous souhaite donc à la prochaine sous peu et on vous rappelle que si vous avez aimé le balado, aidez-nous à le faire connaître en parlant autour de vous, en parlant à vos proches, en donnant des 5 étoiles sur peu importe la plateforme de streaming que vous utilisez. Surtout, abonnez-vous. On a mentionné l'infolettre. Elle revient. Je sais qu'elle est un peu inactive en ce moment. C'est de ma faute. Mais elle va revenir active. On prépare un retour là-dessus. Et finalement, on donne un grand merci encore une fois à DJ Mutant pour le super indicatif sonore. À bientôt. À bientôt.